Bonjour, Objection reçoit ce dimanche Alioune Tine, membre fondateur de Africa Jom Center. Monsieur Tine, bonjour. Bonjour. Alors, la forte actualité reste marquée par les Africains qui ont encore péri au large des côtes mauritaniennes. Plus de 100 personnes ont été tuées et parmi ces morts, il y a des Sénégalais. Que vous inspire cette récurrence des personnes tuées au large des côtes? C'est tragique. C'est vraiment tragique. C'est ce droit à la vie qui est pratiquement banalisé. Il y a combien effectivement de petits bateaux ou de bateaux de jeunes Africains qui essayent de partir et qui meurent? C'est des milliers. Des milliers maintenant. Pratiquement l'océan est devenu un cimetière. Mais de quoi ces phénomènes sont-ils le symptôme? Je pense que c'est ça qui est important. De quoi sont-ils le signe? Ils alertent de quoi par rapport à notre situation globale ici au Sahel et en Afrique de l'Ouest? Il me semble que c'est la question la plus profonde. Quelles sont les causes profondes qui font que ces gens, dans leur propre tiroir, ne peuvent pas y rester, ne peuvent pas y vivre, ne peuvent pas y travailler, et puis n'ont aucun espoir de donner un sens à leur vie et à leur horizon. C'est un horizon totalement bouché. Et quand on est comme ça dans un pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est ça qui est extrêmement important. Est-ce que c'est le deuxième problème? Je pense que les jeunes, ils ont le droit d'aller partout dans le monde pour pouvoir trouver du travail. Mais dans les règles de l'art. Pourquoi aujourd'hui certains peuvent aller partout dans le monde, chercher les opportunités partout dans le monde, et que les Africains soient assignés à résidence? Vous savez, les capitaux, ça circule. Notre pétrole, tout le monde vient. Les investisseurs, ils viennent. La distribution française, elle est là. Maintenant, l'Europe ferme. C'est les barbelés. C'est tout simplement comment on appelle ça, les murs. Les frontières sont totalement fermées. Et en plus de cela, il y a le discours populiste, qui est un discours de haine, qui est un discours de rejet, qui est un discours également qui fait que l'étranger est le bouc émissaire de tout ce qui se passe en Europe. C'est ça d'ailleurs qui fait l'impasse du Brexit. Le Brexit a été fait sur la base d'un discours de haine, de rejet de l'étranger. Donc, il me semble aujourd'hui que sur le plan international, il n'y a absolument rien qui a été fait par les Africains d'abord. Parce que quand même, il faut quand même que nous disions quelles sont les responsabilités. Quelles sont les responsabilités des États Africains. Des États africains. Pour que, effectivement, qu'une certaine jeunesse, dans son imaginaire, pense effectivement que son avenir n'est pas en Afrique. Est-ce que son avenir est tout le temps ailleurs? Il y a les trois voies de l'imaginaire. Et ces trois voies-là se connectent. Et c'est extrêmement important, ces trois voies de l'imaginaire. Vous avez l'imaginaire des gens qui, dans un pays, la politique ne faisant plus de sens, l'État les a totalement délaissés, ils écoutent le discours effectivement des djihadistes et arrivent à prendre les armes contre leur propre pays. Il y a cet imaginaire-là. Boko Haram, c'est ça ce qui se passe au Mali. À 90%, ce sont des Maliens, ce ne sont pas des gens venus de l'étranger. Alors, mais au Mali aussi, vous avez beaucoup de gens qui partent. Donc, c'est très connecté, cette situation où, en Afrique, vous avez des gens qui se battent contre leur propre État parce que l'État les a complètement délaissés, que la politique ne fait plus de sens et qu'ils sont ouverts à ce que disent les autres qui veulent détruire l'Afrique. Mais en même temps, il y a le troisième. Le troisième, on en vient. Ce sont les gens qui se disent, nous, on reste et on se bat. On pense que nous pouvons changer l'Afrique. C'est les jeunes de Yanamar. C'est les jeunes de Lucha. C'est également les jeunes des ballets citoyens. Ces trois imaginaires en Afrique sont connectés. Donc, si aujourd'hui, il n'y a pas, si vous voulez, d'horizon pour la jeunesse, je pense qu'il n'y a également pas d'horizon pour l'Afrique. L'horizon de l'Afrique, c'est l'horizon de la jeunesse. Il est temps que le leadership politique africain se penche sur cette question, discute sur cette question, parce que l'Afrique n'a pas de politique d'immigration. L'Afrique subit la politique d'immigration de l'Europe. Et la politique d'immigration de l'Europe, c'est la fermeture systématique des frontières. C'est de fermer les visas. Et il n'y a qu'une alternative que les gens ont, c'est le Sahara ou tout simplement la mer. C'est pour ça qu'on assiste à ça.
On en revient, moi, ce que je vois dans le discours des chefs d'État, qui manifestent leur indignation, qui manifestent leur, désolation. leurs émotions, leur désolation. Je dis ça nous appartient à nous. Il appartient aux États d'agir pour mettre un terme à ça, de discuter d'égal à égal avec l'Europe par rapport à toutes les ressources, toutes les opportunités qui sont en Afrique, que les gens viennent chercher ici, que nos jeunes, que la jeunesse africaine puisse avoir la possibilité aussi d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, d'aller ailleurs pour chercher les opportunités. On ne peut pas dire, écoutez, voilà, les marchandises, ils bougent, les capitaux, ils bougent, et les êtres humains Ne bouge pas. ne bougent pas. Au nom de quoi? Et que les Africains eux-mêmes ne bougent pas. Il me semble que tout ça, ça peut faire l'objet de négociations. Mais je trouve que les Africains subissent trop, réagissent peu. Et tout ça aussi, c'est le système qui produit ce qu'on appelle, vous m'excusez du terme, mais entre guillemets, il faut le prendre. C'est un tout petit peu aussi une espèce de poubelle, une espèce de cimetière social, des gens qui sont non désirables, qui ne sont pas désirés, et effectivement qui meurent. On se contente de pleurer, d'écraser des larmes, et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Alors, est-ce que cela n'est pas dû en partie à l'échec des politiques de jeunesse menées par nos leaders Ce africains? n'est pas des politiques de jeunesse, c'est des politiques économiques. C'est des politiques économiques qui n'ont pas de sens. C'est la redistribution des ressources qui n'a pas de sens. C'est tout simplement aussi des politiques de l'État. Qu'est-ce que c'est qu'un État pour nous? Un État, ce n'est pas la capitale. C'est là qu'on a un macrofacéphalisme qui fait que Tout se passe dans la capitale. Et même ce qui se passait du temps du colonialisme, où il y avait effectivement à l'intérieur du pays des capitales régionales qui se développaient, des villes qui se développaient, ce n'est plus le cas. Tout est concentré dans la capitale. Donc les politiques de décentralisation sont des échecs. Et ce sont les échecs de ces politiques de décentralisation qui produisent les catastrophes qu'on a au Nigeria, qu'on a au Mali aujourd'hui, qu'on a ailleurs. Il me semble qu'il faut repenser l'État, repenser la politique, repenser le système, repenser l'État. Quand on regarde le système, et si on lit aujourd'hui ce qui se passait hier pendant la colonisation, je vous assure, c'est une belle continuité, mais en pire. Parce que là, au moins la colonisation avait un certain nombre de normes. Mais ici, il n'y a pas de normes. On est retourné presque dans un système de tièdo. C'est pire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans les systèmes dans lesquels on est. Alors, l'autre sujet phare que nous comptons développer dans cette émission, c'est surtout le Front social qui est en ébullition, bien sûr, au Sénégal. On s'arrête un peu sur la grève des travailleurs de la SDE. D'ailleurs, le chef de l'État a sorti un décret hier pour réquisitionner les travailleurs de la SDE. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion? Mais écoutez, vous savez, l'eau est devenue aujourd'hui une ressource extrêmement stratégique qui va se faire rare. Et il y en a beaucoup dans le Sahel. Il y en a énormément dans le Sahel. Donc, je pense que le premier débat qu'on doit... Pourquoi a-t-on privatisé l'eau? Pourquoi, selon vous, qu'on a privatisé? Pourquoi on a privatisé? Il me semble que le débat doit commencer par là. Alors, le pourquoi? Cette ressource aussi stratégique, aussi importante. Pourquoi nous devons dire, écoutez, l'eau doit être forcément privatisée, gérée, privatisée par d'autres? Je pense que les problèmes de souveraineté que les gens sont en train de poser, ça ne se pose pas pour la monnaie seulement, ça se pose pour un certain nombre de denrées qui sont stratégiques, qui doivent être gérées par l'État. Et parmi ces denrées, il y a l'eau. Parmi ces denrées, il y a l'eau. Et de mon point de vue, se poser cette question, se dire, écoutez, s'il y a des travailleurs qui disent, écoutez, nous voulons une participation, ça doit être normal. Ça doit faire l'objet d'un débat tranquille. Mais une participation raisonnable. Mais oui, 10%, 15%, quand c'est bien géré, ensemble, avec l'État, avec les gens qui sont là. Mais écoutez, on est en train de dire tout le temps, ici, il faut penser au contenu local. Il me semble que ça fait partie du contenu local. Tout à fait. Donc, il faut en discuter sereinement, il faut en discuter tranquillement. Parce qu'il y avait un moment, du temps de De Gaulle, ce qu'on appelait la participation responsable. Comment les travailleurs peuvent participer au capital? Ça, c'est pas quelque chose qu'il faut criminaliser, qu'il faut chauffer, etc. Il faut que les travailleurs, que la SDE, que l'État, qui s'assoient, qui discutent et qui regardent les conditions. Si c'est normal, ils n'ont qu'à le faire. Mais les discussions ont été entamées, mais finalement, il y a eu des échecs par rapport aux discussions. Je sais, mais il faut continuer. Mais réquisitionner, c'est vrai, l'État a le droit par rapport à l'eau, qui est une denrée tout à fait stratégique, de dire je réquisitionne. C'est ça d'ailleurs l'argument du gouvernement. Voilà. Mais maintenant aussi, il y a aussi le droit de grève. Il y a les libertés syndicales. Je pense qu'il faut bien balancer les deux. Les syndicats, ils ont le droit, effectivement, aujourd'hui, de lutter pour voir ce qu'ils peuvent gagner.
au maximum dans le cadre de cette participation. Et l'État doit les aider, et l'opinion doit les soutenir. Il faut soutenir les syndicats qui font une bataille, qui est une bataille de principe, qui est une bataille énorme, qui est une bataille pour la souveraineté, qui est une bataille pour les droits fondamentaux des travailleurs. Donc, le droit de grève, je pense que l'État doit toujours balancer de manière à ne pas exercer une force excessive. La puissance publique, si on veut être dans un état de droit, doit s'auto-limiter. C'est ça qui est extrêmement important. Et tel n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas. On le voit tout le temps, bien sûr. Alors, la transition est toute trouvée par des séries de manifestations. D'ailleurs, vendredi prochain, le 13, il y aura une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. C'est à l'initiative d'une nouvelle plateforme Nyokoboko. Non langue du moins. Oui, mais bon, vous savez, les Sénégalais ont toujours été des résistants. Hein? Et ils ont, pendant la période coloniale, pendant la période post-coloniale, et les résistants, ce n'était pas seulement les Sénégalais lambda. Nous avons eu des marabouts comme Cheikh Ahmadou Bamba. C'était un résistant. Hein? Ce n'est pas pour rien que les gens l'ont envoyé au Gabon ou ailleurs. C'était une forme de résistance réelle qu'ils ont exercée. Et c'est tout à l'honneur des Sénégalais. Vous savez, la vie, elle est chère. Vous n'avez pas besoin de vous poser 1000 questions. Sortez, demandez aux gens, tout le monde se plaint. Et il faut effectivement... Parce que la situation est difficile. La situation, elle est extrêmement difficile aujourd'hui pour les Sénégalais. Vous n'arrivez pas à payer l'eau, vous n'arrivez pas à payer l'électricité, vous n'avez pas à payer la scolarité des gens, vous n'avez pas à payer même la nourriture. Vous savez, il y a quand même un problème de sécurité alimentaire dans toute la sous-région. Ça frappe près de 9 millions dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes concernés par cette question de sécurité alimentaire. Donc, la vie est difficile. Quand la vie est comme ça, l'État ne doit pas de faire la sourde oreille. L'État ne doit pas jouer des forces, jouer des muscles. L'État doit s'ouvrir. L'État doit discuter. L'État doit rassurer. C'est extrêmement important. Les Sénégalais, comme disait Kebamba, ils sont fatigués, mais aujourd'hui, je dis, les Sénégalais sont très fatigués. Et ça, si l'État ne le comprend pas, si la puissance publique ne comprend pas que les Sénégalais sont très fatigués, ils vont être surpris. Je pense que le moment est venu d'écouter les gens. Quand les gens vont devant les grilles du palais présidentiel, pour manifester, pour dire au président, l'État, l'électricité est trop chère. Mais c'est un signal. On n'a pas besoin de mettre en prison des gens qui viennent devant les grilles pour dire l'électricité est trop chère, monsieur le président. Monsieur le président devrait avoir peut-être la possibilité de recevoir une délégation, de discuter avec les gens et de voir quelles solutions il faut apporter. Moi, j'ai été très surpris par la gouvernance de la Sénélec. On en parle. Quand le DG de la Sénélec arrive, il dit « Je ne vais pas faire d'audit. Je n'en ai pas demandé, je n'en ai pas besoin. » Mais écoute, pour quelqu'un comme moi, qui considère qu'un audit, c'est quelque chose de très bon pour une organisation. Dans l'ordre normal, c'est dans l'ordre normal des choses. L'audit, ça vous aide sur le plan organisationnel, ça vous aide sur le plan financier, ça vous aide dans votre gestion. Quand quelqu'un prend les rênes vraiment d'une entreprise aussi énorme, aussi stratégique, pour dire je ne vais pas voir les faiblesses, je ne vais pas voir les forces, mais il n'a pas sa place là-bas. Disons-nous la vérité. Il n'a pas sa place là-bas. Il faut faire l'audit de la Sénélec pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe et pourquoi on augmente le courant aujourd'hui. On en a besoin. Qu'ils expliquent, voilà les problèmes, et les gens ils comprennent. Peut-être qu'ils doivent faire des efforts, qu'ils le fassent en toute connaissance de cause. Mais dire je ne veux pas auditer, mais ça c'est un problème. Mettre les gens en prison qui disent pendant une période difficile, écoutez, monsieur le président, le courant est cher, mais ce n'est pas un crime. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour ça. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut libérer les gens, les jeunes qu'on a mis en prison. Il faut discuter avec eux, parce que c'est ça la solution. La solution, c'est de les sortir, c'est de discuter avec eux, de discuter avec les Sénégalais. Il ne faut pas dire que les Sénégalais, là, c'est comme des baudets, tout ce qu'on leur met, ils peuvent porter ça, s'ils le supportent, c'est temps. Non. Les gens vont être surpris. Les gens vont être surpris. Il y a trop de signes et de signaux qui sont négatifs, des signaux qui reviennent, qui se répètent. Moi, quand je regarde à l'Assemblée nationale les gens qui se battent, je dis, tiens, voilà. Vous avez des signes de décomposition politique du système. Et que les gens ne comprennent pas, ne lisent pas comme ça. Et qu'ils lisent trop tard.
Quand un système se décompose, il se manifeste par beaucoup de signes que les gens ne comprennent pas. Quand on vous dit un député en train d'imprimer des faux billets, tout ça c'est des signes de décomposition. Il y a autre chose. Les gens meurent, les gens partent, l'électricité, l'eau, etc. Vous avez énormément de choses qui viennent en même temps. La famine. Ce n'est pas la famine, mais c'est la sécurité alimentaire. Quand vous avez un ensemble de signaux comme ça, franchement, il faut apaiser. Il faut discuter, il faut parler avec les gens. Et de mon point de vue, les gens aussi qui se disent, écoutez, nous allons manifester pour faire entendre notre voix. Mais une démocratie, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est des manifestations qui sont souvent interdites sous prétexte que de troubles à l'ordre public. Et il n'y a pas suffisamment de forces de l'ordre pour encadrer la manifestation. Et pourtant, quand il y a une manifestation, excusez-moi de la répétition, il y a une répression. Moi, je pense ça, que la les contradiction. gens doivent prendre toutes les dispositions nécessaires. Parce que, vous savez, l'administration, le préfet, c'est un administrateur. Un état de droit, c'est la hiérarchie des normes. Et effectivement, au top, vous avez la Constitution. Vous êtes c'est pas possible. L'arrêté d'un préfet ne peut pas être au-dessus, quand même, des libertés fondamentales données par la Constitution du Sénégal. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter cela. Maintenant, nous avons un juge des référés. Mais c'est au juge en dernière instance qui doit avoir la parole pour dire si la manifestation peut être faite, si elle ne peut pas être faite. Et le juge doit être saisi. C'est-à-dire qu'il faut que le préfet, qu'on lui donne des délais. C'est-à-dire que si quelqu'un, pendant plus de 48 heures, à 48 heures, a déposé, 48 heures avant, il faudrait au moins 24 heures avant que le préfet dise s'il autorise ou s'il n'autorise pas. S'il interdit qu'on ait la possibilité de saisir un juge des référés, qui se prononce là-dessus. Parce que la plupart du temps, on le fait a posteriori, et la Cour suprême nous donne raison. Il y a même un arrêté à l'Untine, hein? C'était en 2009, 2010, quelque chose comme ça. Mais il y a eu un arrêté. Moi, j'avais pris Hassan Diomandiaï comme avocat, mais c'était trop tard. Le mal est fait. Mais maintenant, nous avons un juge des référés. C'est d'ailleurs, il faut très bien le dire, c'est un progrès de l'état de droit au Sénégal. Le juge des référés est un progrès. Mais maintenant, il faut donner la possibilité à ceux qui veulent manifester d'avoir un délai raisonnable pour saisir le juge des référés, pour que le juge des référés se prononce sur l'égalité ou la non-légalité vraiment des trucs. Mais sinon, vous savez, Martin Luther King l'a dit, hein, que les citoyens doivent avoir la responsabilité de protester et de rejeter et de se manifester contre des ordres qui sont illégaux. Alors, face à tous ces problèmes que vous avez énumérés, à la décomposition, à la hausse du prix du courant, mais également à la privatisation de la STE, l'État préfère utiliser la méthode forte pour régler ces problèmes entre arrestation et réquisition. Écoutez, je pense que l'État a le monopole de la force. Mais un État raisonnable, c'est ça le problème de fond, c'est que l'État doit privilégier tout le temps le dialogue. Doit absolument privilégier le dialogue avec les citoyens. Si l'État privilégie toujours la force, il est évident que c'est ça qui amène la violence souvent. Parce que aussi, comme on appelle les instruments et les outils de régulation ne fonctionnent pas. Le juge des référés ne fonctionne pas. Quand le préfet dit, écoutez, j'interdis, les gens ils disent, mais écoutez, vous n'avez pas le droit d'interdire parce que la Constitution nous le permet. Mais c'est comme ça que c'est argument contre argument. Mais bien sûr. Et les gens qui doivent manifester, qui veulent manifester, eux qui ont le droit avec eux. C'est eux qui ont également... Parce qu'il faut que l'État sache que... Et surtout, le gardien de la Constitution. Moi, je m'adresse au gardien de la Constitution. Le gardien de la Constitution doit faire en sorte qu'il soit le premier à protéger les libertés fondamentales contenues dans la Constitution. C'est ça le rôle du président Macky Sall. Il doit être le premier. Ceux qui viennent après, ce sont les juges. Les juges doivent exercer une justice juste. Je dis bien une justice juste. C'est extrêmement important. Parce que la justice juste, c'est ça qui apaise. C'est ça qui crée les conditions de la stabilité. Quand les gens... Je sais de ce que je dis, parce que je vais dans des situations où la justice n'existe pas. Il n'y a que la violence, il n'y a que la force. La justice doit être juste. La justice doit être là aussi pour protéger les droits de l'homme, les droits fondamentaux des citoyens. C'est ça, ce sont des protecteurs. Les avocats sont des protecteurs des droits de l'homme. Mais le premier,
c'est le gardien de la le Constitution. gardien de la Constitution. Le deuxième, ça devrait être la Commission nationale des droits de l'homme. On n'a pas de commission nationale. On a un comité sénégalais qui passe tout son temps à défendre effectivement l'État. Non. Il est là pour le citoyen. Il y a des organes qui sont là pour le citoyen. Mais pas pour le chef de l'État. Exactement. Les juges ne doivent pas prendre les gens pour les punir parce qu'ils ont manifesté. Non. Les juges doivent libérer systématiquement. Mais aujourd'hui, si vous allez au Niger, ça se fait. Le juge des référés fonctionne très bien au Niger. Vous allez au Mali, ça se fait. Mais au Sénégal, c'est carrément un véritable recul, une véritable régression. Qu'aujourd'hui, qu'on prenne les gens, qu'on les mette en prison pendant des heures, des jours, tout simplement parce qu'ils ont manifesté. Avec Wade, il vous arrêtait, vers 20h, vous laissez partir. On a beau le dire. Mais quand même, nous n'avons pas élu Macky Sall pour reculer dans le domaine de nos libertés et dans le domaine des droits humains. Et dans le domaine des libertés et dans le domaine des droits humains, au Sénégal, nous avons reculé. Nous avons reculé. Ce n'est pas normal. Nous avons reculé au Sénégal. Cette régression est incompréhensible pour un pays qui a été une référence pendant longtemps sur tout le continent africain en matière de droits humains. On a reculé. On a reculé même sur le plan institutionnel. Donc, il faut effectivement que les organes judiciaires fonctionnent correctement, qu'ils fonctionnent pour être effectivement les premiers à protéger et à défendre les droits fondamentaux des citoyens contenus dans la Constitution du Sénégal. Alors, et pendant ce temps, nous restons toujours sur l'affaire Guy Marius Sagna et 7 autres de ses camarades qui sont placés sous mandat de dépôt depuis pratiquement quelques jours. Ils sont allés manifester devant les grilles du palais présidentiel et le chef de l'État en Conseil des ministres a parlé surtout du respect des institutions. Écoutez, c'est pas par irrespect que les gens vont dire, écoutez, Monsieur le Président, vous êtes la puissance publique, nous vous disons que nous, citoyens, nous ne pouvons plus supporter la hausse de l'électricité. C'est eux qui décident. C'est eux qui doivent être entendus. Et il faut effectivement qu'ils soient saisissables. C'est une saisine de l'autorité suprême. Ce n'est pas effectivement une volonté de dire, écoutez, nous attaquons les... Non, je ne pense pas. Est-ce qu'ils avaient besoin d'aller devant les grilles du palais présidentiel pour manifester? Écoutez, ils avaient besoin de les gens cela. disent, vous allez, les gens, ils manifestent tous les jours que Dieu fait à la Maison Blanche, devant la Maison Blanche. Même ici, en Guinée-Bissau, les gens, ils vont devant le grille du palais pour manifester. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut que, effectivement, qu'on essaye de dédramatiser. Ce qui tout à fait doit être complètement normal. Le Sénégal, c'est un pays qui a signé quand même, qui avait porté des cahiers de doléances en 1789. Que les Sénégalais aillent aujourd'hui, quand même, peut-être 3 siècles après, pour dire au président de la République, l'essence ou les denrées de première nécessité, l'électricité est chère, je pense que ça, c'est pas un crime. Il faut dédramatiser la situation de mon point de vue, appeler les gens, discuter avec les gens, voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça qui va nous faire avancer. Parce que nous avons beaucoup de périls et beaucoup de défis. Hein. Si nous avons des défis, nous avons intérêt à nous unir. Et à discuter. Et à discuter, à dialoguer. Ah oui. Alors justement, nous parlons justement de ce dialogue qui a été lancé depuis quelques mois. Alors, est-ce que cette nouvelle situation par rapport aux réquisitions faites par à la réquisition des moyens faites par le chef de l'État, mais également au secret d'arrestation, nous parlons bien sûr de Guy Marius Sagna et autres, est-ce que cela ne va pas impacter sur le dialogue à quelques jours de l'installation de Famara Ibrahima Sagna? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va avoir quelque impact que ce soit tel que je le vois. Parce que le dialogue, on dialogue sur quoi? On dialogue sur le processus électoral, full stop. En réalité, c'est parce qu'on a beaucoup reculé qu'on dialogue sur le processus électoral. Le dialogue sur le processus électoral ne doit même pas être un dialogue national. Ça doit être quelque chose de régulier, qui se fait tranquillement, qu'on gère. Dès qu'on termine les élections, on fait effectivement l'examen ensemble. Ce qui doit être audité se fait tranquillement, dans la transparence. Mais vous savez, quand on est dans une situation de défiance, on a vécu la défiance pendant pratiquement 5 ans. Un processus électoral qui n'a pas été consensuel. Des résultats qui n'ont pas été reconnus par tout le monde. Donc, on se trouve dans une situation où on négocie tout le temps. Depuis 1991, on n'arrive pas. C'est pas normal. Depuis 1991, nous n'arrivons pas à avoir un consensus pour dire, quand quelqu'un gagne les élections, vous avez gagné. Félicitations, c'est très bien et on continue. Et on est là, au stade de la démocratie électorale,
qui est la démocratie représentative, qui est une démocratie en crise profonde partout dans le monde. Partout. Et le Sénégal n'est pas épargné. Mais bien sûr, il faut repenser, le Sénégal n'est pas épargné, au pire. Ça fait depuis très longtemps. Il y a des choses qui sont anodines. Rien que la question de l'installation de Famara Ibrahima Sagna. Dans un état normal, ça ne peut pas prendre autant de temps, autant de trucs. Tous ces signaux, comme je vous ai dit, c'est des signaux qui montrent effectivement les faiblesses que nous avons, la régulation qui ne fonctionne pas correctement, un système en panne. C'est comme ça qu'on détecte un système en panne. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train tout simplement de reprendre ce qui a été fait en 91. Depuis 91. Donc c'est un recul. C'est un vrai recul. Non seulement on recule par rapport à 91, mais on prend des acteurs qui sont retraités, qui ont déjà fait le boulot. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de progrès après. Il n'y a pas eu d'autres personnes ressources capables de faire le travail. Ça veut dire que c'est un recul terrible. C'est que cette fonction, cette façon effectivement de gouverner, c'est ça qui pose problème. Cette vision où tu n'as pas confiance aux jeunes générations, aux gens qui arrivent, tu ne sais pas aujourd'hui toi-même secréter des outils de régulation, des personnes ressources de régulation, ça c'est un problème. C'est un recul, c'est un vrai recul. Donc il fallait laisser Famara Ibrahima Sagna, le général Niang, se reposer tranquillement, et appeler les Alioune qui sont capables, qu'ils le font ailleurs, oui. Peut-être Alioune il gêne. De toute façon, il a le courage de ses idées, peut-être. Peut-être il a le courage de ses idées, Alioune peut-être. Mais justement, c'est ça qu'il faut, il faut faire en sorte que les gens qui ont le droit, qui s'expriment. C'est ça aussi, parce que vous ne pouvez pas construire une république, construire une démocratie avec des citoyens qui sont couchés. Une démocratie, on la construit avec des citoyens libres, avec des individus libres, qui s'expriment librement. Tant qu'on n'aura pas cette situation où on se dit, tiens, voilà, il n'y a que mes partisans. Non. Il faut construire aussi l'État et la nation avec tous les Sénégalais, pas seulement avec ses partisans, pas tout simplement avec son ethnie, pas tout simplement avec les gens de sa religion. Ça, on retourne au colonialisme. Quand vous voyez l'État colonial au départ, comment ça s'est fait, dans les années 1811, le 19e siècle jusqu'en 1902, c'était tout simplement les Toubabs. Ah oui. Les indigènes, les Noirs, c'était les indigènes, c'était le système de l'indigénat. Ils n'avaient même pas droit à la justice. On ne doit pas retourner à ce système, on doit nous respecter. Donc aujourd'hui, si je me résume aujourd'hui pour dire, c'est qu'en réalité, sommes-nous bien représentés au Sénégal? Est-ce que nous avons l'impression d'être bien représentés au Sénégal? Est-ce que sommes-nous entendus par les gens que nous avons élus qui nous représentent? Est-ce qu'il faut le travail qu'il faut faire pour que le Sénégalais soit heureux? Et je pense que tout ça, ce sont des questions fondamentales pour revenir au système et dire que la démocratie électorale n'est pas la démocratie. C'est une démocratie extrêmement limitée. La démocratie électorale, il faut que la démocratie sociale, ça c'est très important. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons en Afrique, les problèmes les plus aigus, qui suscitent les plus de violence un peu partout, c'est les droits économiques, sociaux et culturels. Et le concept d'indivisibilité des droits, c'est un concept fondamental. Alors, si on est en panne au niveau des droits civils et politiques et en panne au niveau des droits économiques, sociaux et culturels, ça veut dire qu'on a une crise extrêmement profonde. Il y a problème. Il y a problème. Alors, pour en revenir justement au dialogue, l'installation de Famara Sagna a été très tardive. D'ailleurs, on l'a annoncé pour cette semaine. Finalement, ça n'a pas été, cette installation n'a pas été faite. Ce qui a surtout suscité des réactions au sein et de l'opposition, mais également des non-alignés. Non, mais attendez. Moi, je vais vous dire, hein, le dialogue là, on n'avait pas besoin de l'amplifier. Comme on l'a fait, on n'avait pas besoin d'en faire un truc. Ce qu'il nous faut, c'est un dialogue national. Et ce dialogue national, il fallait le faire en mettant sur la table ce que les Sénégalais ont déjà fait. Ils ont audité le Sénégal, le passer dans un scanner et proposer des remèdes. À travers les assises nationales. Exactement. On dit, tiens, on va au dialogue national, on met les assises, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il faut renforcer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et on avance. Parce qu'en réalité, c'est depuis qu'on a mis de côté toute cette réflexion, avec les efforts, quand même, des femmes, des hommes, des citoyens sénégalais qui ont travaillé pendant des années
pour venir effectivement nous dire, écoutez, on va avoir un dialogue sur les élections, sur le processus électoral. Ça, c'est rien le dialogue sur le processus électoral. Si on a des hommes politiques mûrs et responsables, mais franchement, on n'a pas besoin de tout ce tintouin-là et de toute cette publicité par rapport au dialogue électoral. Ça doit être... Mais écoutez, les Béninois, ils l'ont fait. Ils l'ont plus que réglé. Les Béninois, ils ont fait leur dialogue vite fait, les documents sont sortis. Je vais passer d'ailleurs à certains hommes politiques dans ce pays. Donc, le grand problème que nous avons, c'est de restaurer la confiance entre les différents acteurs, entre l'opposition, le pouvoir et les citoyens. Mais justement, comment restaurer cette confiance? Restaurer cette confiance, c'est faire en sorte que l'État soit neutre. C'est extrêmement important que l'État soit neutre. Que les Sénégalais ne se sentent pas tout simplement, comment dirais-je, exclus tout simplement parce qu'il appartient à l'opposition, parce qu'il n'est pas du parti politique ou qu'il n'appartient pas à une certaine région, etc. Un État neutre, c'est fondamental. Il faut que les outils de régulation fonctionnent correctement. C'est que moi, j'ai regardé hier la télévision. Qu'est-ce que j'ai vu? Quelqu'un de l'OFNAC qui va à la télévision pour dire on fait de la sensibilisation sur la question de la gouvernance, de la corruption. Je dis c'est très bien. Mais en réalité, ce n'est pas à l'OFNAC de le faire, parce que l'OFNAC, ce n'est pas son travail. Qui doit le faire? Pourquoi l'OFNAC ne réussit pas? Quand l'OFNAC fait son travail, qu'il termine, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas de suivi. C'est pas fini. Non, je reviens. C'est ça le cœur du problème. Le cœur du problème que nous avons, c'est ça. Pourquoi quand l'OFNAC termine son travail, ça ne marche pas? Pourquoi quand la Cour des comptes prend ses dossiers, la Cour des comptes a déjà 3 rapports qui n'ont pas été publiés. Hein. Et ça, c'est les voleurs. C'est les grands voleurs à col blanc, vraiment, qui carrément font en sorte, effectivement, qu'on n'a pas des hôpitaux qui marchent, qui font qu'on n'a pas des écoles qui marchent très bien, qui prennent pratiquement tout le littoral. Allez voir le littoral. Moi, je marche là-bas, tout le littoral. Ils volent carrément le littoral. Ça, ce qui se passe au littoral, c'est une honte. C'est la plus grosse spoliation, vraiment, des Sénégalais qui ont été faits dans l'histoire politique de ce pays. On n'a jamais vu une spoliation que ce qui se passe au niveau du littoral. C'est des prédateurs qui ont pillé, et ça va faire très mal plus tard. Donc, quand on a tout ça, parce que tout simplement, on n'a pas une justice qui fonctionne, une justice neutre, un État neutre. Si on a un État neutre, parce que quand même c'est la directrice qui a interpellé le procureur. Mais qu'est-ce qui arrête le procureur? Pourquoi il arrête le procureur? Alors, cette possibilité qu'on a pour le pouvoir exécutif de dire au procureur, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire, c'est ça qui doit se terminer dans ce pays. Et si c'est fini, on aura un État neutre. Quand le procureur sera libéré, ça veut dire qu'il dit, écoutez, ces gens ont volé. Parce qu'il n'y a pas de voleurs. Si effectivement vous faites une discrimination sur les voleurs, c'est qu'en réalité, vous faites de la discrimination dans le vrai sens du terme. Ça veut dire que si vous ne mettez que les opposants qui sont voleurs, c'est l'opposition qui devient un crime. Ce n'est pas le vol. Mais c'est l'opposition qui devient un crime. Mais bien sûr, c'est parce que vous êtes opposant que vous êtes en prison. Et c'est ce que nous avons constaté. C'est ce que l'opposition dénonce tout le temps, pratiquement l'affaire Khalifa Sall, mais également l'affaire Karim Wade. Mais bien sûr. Mais il faut même avoir... C'est-à-dire que c'est un grand paradoxe, l'affaire Karim Wade, et même l'affaire Khalifa Sall. Le Sénégal compte parmi pratiquement les meilleurs juristes de ce continent. Réputés, connus. Mais en même temps, parce qu'ils sont les meilleurs juristes, c'est au Sénégal, effectivement, où le droit fait l'objet d'instrumentalisation politique. Si vous prenez le droit, vous en faites une instrumentalisation politique. Et c'est surtout en Afrique où ça arrive. C'est pour ça qu'on a des tas de problèmes avec la lecture de la Constitution. On a des tas de problèmes. Alors voilà, vous voulez, les gens vous écrivent tout de suite les raisons pour lesquelles vous pouvez mettre quelqu'un en prison et quelqu'un d'autre, vous ne le mettez pas en prison. Il faut qu'on arrête d'instrumentaliser le droit. On instrumentalise tout politiquement. Et les raisons pour lesquelles vous pouvez avoir un 3e mandat? Mais écoutez, les Béninois l'ont réglé. Ils l'ont réglé en disant, nul ne peut faire plus de 2 mandats durant toute sa vie. Et c'est terminé. Même le président qui est en cours là, qui a fait la révision, au bout de 2 mandats, il s'en va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question du 3e mandat,
la meilleure des choses, c'est de le respecter. Si vous ne le respectez pas, ce sont les Sénégalais qui vont vous chasser. Il y a la jurisprudence WAD, parce qu'effectivement, le Conseil constitutionnel a fait un forcing. Mais les gens l'ont rattrapé dans les urnes. Si vous faites un forcing aussi, les gens vont le rattraper dans les urnes, sans compter maintenant la violence que vous allez créer, l'instabilité politique que vous avez créée. Si vous faites un sondage, les Sénégalais ne sont pas d'accord avec un troisième mandat. Et je pense que le président, il a 4 ans. Ces 4 ans, il faut qu'il les consacre à soigner le Sénégal, qui est un pays très profondément malade sur toute la ligne. Sur le plan politique, le Sénégal est malade. Sur le plan de la gouvernance, le Sénégal est malade. Il a fait des infrastructures, c'est fantastique. Il est en train de reconstruire des machins, c'est fantastique. Tout ça, c'est bien. Mais il faut, sur le plan institutionnel, vraiment retravailler le Sénégal et réconcilier les Sénégalais avec la politique. Parce que si on ne le fait pas, si la politique ne fait pas de sens, c'est la chose la plus grave qui puisse nous arriver. Et c'est en train de nous arriver. C'est en train de nous arriver parce que c'est la religion, mais lequel qui va faire du sens et qui va nous emporter tous? On ne le sait pas. C'est ça qui arrive au Mali. C'est ça qui arrive au Nigeria. C'est ça qui arrive au Niger. Mais il faut qu'on lise ce qui se passe un peu partout chez nous. Mais bien sûr, parce que les jeunes, si la politique ne leur parle pas, ne les attire pas, parce que la question de la politique aujourd'hui, c'est le fait que les gens aient fait le deuil de l'éthique. On fait le deuil de l'éthique, on fait le deuil du sens, la perte de sens. Qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qui arrive au Mali, c'est ce qui arrive au Niger, c'est ce qui arrive un peu partout. Ici, il y a des signaux. Si les gens savent lire les signaux, ça veut dire en réalité, nous avons un système en décomposition, un système politique en décomposition. Donc, tout ce qu'on est en train de dire, voilà, Famad Ibrahim, il faut le laisser tranquille. Il est là où il est. Quand il a dû faire son travail, il l'a fait correctement, il l'a fait très bien. Voilà, maintenant qu'on se mette, ça veut dire que cette panne du dialogue à cause de cette situation, ça montre déjà, en fait, les faiblesses qui existent ici aujourd'hui. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on discute et qu'on remette le Sénégal sur les rails. Et ça, c'est au président de la République de prendre ses responsabilités au plus haut niveau. Et d'arrêter d'écouter les gens qui sont en train, franchement, de lui balancer l'encensoir, pour lui dire que tout va bien, tout est bien, et que les Alioune là, c'est des trucs, etc. Mais c'est très bien, les gens lui disent ça tous les jours, je m'en fous. Mais le président de la République doit prendre conscience que ce pays est malade, et que ce pays a besoin de dialogue, mais d'un dialogue franc, d'un dialogue loyal. Il faut que les hommes politiques aussi se remettent en question, parce que la manière dont on fait la politique aujourd'hui, ça ne produit plus de sens. On ne sait plus s'il y a l'opposition, s'il y a le pouvoir. C'est pour ça que les brèches ouvertes, c'est les brèches ouvertes, parce que l'opposition ici, c'est des outils de régulation de la démocratie. Quand ça ne marche pas, la démocratie ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, la violence, ça arrive. Et des fois aussi, quand on est dans une situation de perte de sens, c'est la chose la pire qui puisse nous arriver. Il faut qu'on remette du sens. Et qu'on arrête d'écouter les... Vous savez, ici, on fait beaucoup de bruit quand il y a, par exemple, je vais aussi un peu les égratigner un peu, les ateliers de la pensée africaine. Mbembe arrive, on le reçoit très bien. Felwine, très bien. Mais par rapport à cette situation, on a besoin d'entendre les ateliers de la pensée. Les Felwine, il faut qu'ils s'expriment par rapport aux gens qu'on met en prison. Les Souleymane Bachir Diagne, les problèmes qu'ils ont avec la polémique, avec, comment dire, sur Senghor et tout ça. C'est ça, mais il faut que aussi ils nous invitent, qu'on vienne, qu'on polémique, qu'on discute avec eux, qu'ils nous critiquent, qu'on les critique. Mais c'est comme ça qu'on peut faire avancer. On a besoin de plus que jamais des intellectuels pour parler vraiment des pathologies qu'on a aujourd'hui en Afrique qui sont profondes. Et jamais, de mon point de vue, les États n'ont été aussi menacés depuis les indépendances nationales. Alors, justement, toujours à propos de ce troisième mandat, on a l'impression que le sujet est tabou au niveau de la paix. Est-ce que cela ne va pas entraîner surtout le flou sur les intentions prêtées à Macky Sall de briguer un troisième mandat? Écoutez, ça c'est le problème de la paix. Moi je ne m'intrigue, je ne veux pas entrer dans les problèmes de la paix. C'est leur problème, c'est à eux de gérer leur truc. Ce qui est clair et ce qui est net, c'est que nous, quand nous avons combattu le troisième mandat avec Wade, ils étaient avec nous. Ils étaient avec nous et en tête, vraiment, beaucoup mobilisé le président Macky Sall. Et lui-même, il a donné son explication justement de cette disposition de la Constitution.
celui qui a écrit, peut-être on lui prête l'intention d'avoir écrit, un de nos meilleurs constitutionnalistes, Ismaël Madior, a donné son interprétation. Maintenant, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est le respect de la parole donnée des politiques. C'est extrêmement important. Donc c'est à Macky Sall de rassurer les Sénégalais sur ce troisième mandat qu'on lui prête. Rassurer tout le monde, pas seulement les Sénégalais. Partout on en parle. Moi je sors de l'extérieur, je viens de N'Djamena, je viens de partout. Tout le monde parle du troisième mandat au Sénégal. Donc il faut qu'il rassure tout le monde. Sinon il va être dans la même situation que... En quoi faisant? Écoutez, en mettant les choses au clair. Qu'ils disent, bon voilà, nous, mon quatrième mandat, je veux que ça soit un succès total. Il y travaille. Il dit, le troisième mandat, ce n'est pas le moment d'en discuter. Écoutez, moi, je vais respecter les dispositions de la Constitution que j'ai mis en place. Youssoufou, tu sais ce qu'il a fait? Quand il a dit, je respecte le deuxième mandat, il y a eu des farfelus à l'intérieur du pays qui ont dit que Youssoufou doit faire un troisième mandat. On les a mis en prison. Ça aussi, c'est trop, parce qu'eux aussi, ils ont le droit d'exprimer leur opinion. Je ne suis pas d'accord que Youssoufou les mette en prison. Mais en fait, pour être clair, pour dire, voilà, c'est ça. Je suis totalement d'accord que le président, écoutez, pour gouverner, et c'est normal, pour gouverner, et que les gens se mettent en place, qu'ils travaillent, et qu'ils essayent de faire en sorte, effectivement, que les Sénégalais soient satisfaits, et que son mandat, deuxième et dernier mandat, soit un succès total. Ça, il a raison de dire, on ne peut pas se mettre à nous battre, à nous disputer, à nous chamailler pour qui va être le successeur ou pas. Je le comprends. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait politique. Parce qu'après, quand tu es dans un deuxième mandat, que ce soit aux États-Unis, on t'appelle un lame duck. Ça veut dire que tu es un canard boiteux. Bon, voilà. Donc, pour que son autorité, pour vraiment que son autorité soit respectée durant son mandat, qu'il le dise à l'APR, qu'il dise, écoutez, nous, on travaille, on fait en sorte que le mandat soit un succès. Et s'il y a un succès, si effectivement on a un APR qui est candidat, mais il a toutes les chances de gagner. C'est comme ça qu'il faut faire. Écoutez, on a gagné avec le président. Donc, suivez le successeur. Mais dire je vais rester, mais ça va poser des problèmes. Alors, et ça marchera pas. le même problème s'est posé justement en Guinée, mais également en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, en Guinée, le FNDC est en train de mener des plans d'action contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Alors, pourquoi les Africains ont-ils des problèmes avec la parole donnée? Bon, ça, je ne peux pas l'expliquer. Je pense que le problème que nous avons, vous savez, nous, on a bataillé avec Alpha Condé pour l'alternance. Vous savez, moi-même, j'étais le coordonnateur pour la libération d'Alpha Condé quand il était en prison en 1998. Nous avons bataillé avec Ouattara. Ah oui, Ouattara m'a envoyé même des ministres pour nous remercier. C'était M. Zemogo Fofana qui venait à la radio, ministre, pour nous dire je vous remercie. Parce que quand il y avait le problème de la Côte d'Ivoire, quand il y a eu le coup d'État, avant le coup d'État, et partout, chaque fois qu'il y avait des problèmes, même les Nations Unies nous appelaient pour qu'on intervienne. Donc, on a travaillé pour que la démocratie, l'état de droit et l'alternance marchent. Ça a marché. Mais les gens qui sont venus dans l'alternance, aujourd'hui, ce sont eux. Que ce soit Gbagbo. Gbagbo, moi je me rappelle quand Gbagbo était en prison, comment dirais-je, sous le règne de Houphouët-Boigny, à la Commission africaine des droits de l'homme. J'étais avec le doyen René Denis-Segui. Mais c'est moi qui rédigeais. Il me disait, Aline, tu me fais un projet de résolution. Et donc j'écrivais les résolutions pour la libération de Gbagbo, la libération de ces gens. Et une fois au pouvoir, écoutez, ils changent totalement, ils ne respectent rien. Mais pourquoi ils ont des rapports réussis avec le pouvoir? Pourquoi? Le problème, parce que le pouvoir, c'est l'argent. D'abord, en Afrique. Le pouvoir, c'est l'argent. Et en réalité, la politique et l'argent, c'est ça qui est en train de pourrir l'Afrique un peu partout. La politique et les ressources. Vous êtes chef d'État, vous nommez aux employés civils et militaires, vous avez des gens qui vous écoutent, et vous avez un pouvoir absolu. Et avec ce pouvoir absolu, avec la force, vous pensez pouvoir vous maintenir éternellement au pouvoir. Et c'est ça le problème. Avec vraiment le mépris du droit à la vie. C'est incroyable que les gens meurent tout simplement parce qu'ils manifestent leur mécontentement pacifique dans les rues. Ce qui se passe en Guinée est inadmissible. Ce qui se passe également en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire c'est très fragile. C'est un pays post-conflit. Fragile avec les fractures qu'il y a entre les différentes régions, les différentes communautés. Donc aujourd'hui, il faut effectivement rassembler le plus de gens et faire en sorte que vraiment ce dernier mandat soit un succès. Et pour ce qui est de la Guinée? La Guinée-Conakry. Oui, avec Alpha Condé. Avec Alpha Condé, mais écoutez, Alpha,
Il n'a qu'à écouter la communauté internationale. Il a tout le monde contre lui. Il a les Guinéens, il a la communauté internationale contre lui. La meilleure des choses pour Alpha, qui fait partie quand même des gens qui se sont battus pour la démocratie, c'est de respecter les 2 mandats. C'est tout. C'est tout. Vous le respectez, vous avez la paix. Mais le 3e mandat, c'est une menace pour la Guinée. Et puis dans un contexte de l'Afrique de l'Ouest, où effectivement nous avons la menace djihadiste, si jamais la Guinée est faible, il est évident que la Guinée est exposée. Donc cela devient très vulnérable. Donc cela peut être une porte ouverte à toutes les dérives. Vous parlez des menaces djihadistes. Toutes les menaces, c'est ouvert à toutes les menaces. C'est pour ça que nous privilégions le dialogue entre les Guinéens. Il faut effectivement que des personnalités très fortes, moi j'ai dit des prix Nobel africains, aillent en Guinée, mettent le dialogue en place et que vraiment opposition au pouvoir, société civile, ils discutent pour trouver une solution politique de sortie de crise. Mais justement, c'est Alpha Condé qui doit faciliter ce dialogue. Lui, en tant que chef d'État, c'est lui qui doit faciliter le dialogue. Il veut écouter personne. Moi, j'ai rencontré N'Djamena, son meilleur ami, celui qui peut lui parler, qui est Robert Dossou, mais il ne l'écoute même pas. Il ne l'écoute même pas. C'est ça le problème. Alors, la dernière partie de l'émission est consacrée à la situation au Sahel. Récemment, nous avons constaté avec la sortie de Macron, le président français, qui a déclaré qu'il doit convoquer les responsables, les chefs d'État du G5 Sahel pour discuter de la présence française dans cette partie de l'Afrique. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion? Écoutez, moi je suis d'accord qu'il y ait quand même ce qu'on appelle une revue stratégique de la situation sécuritaire au Sahel. C'est absolument nécessaire. Une revue stratégique. Une revue stratégique. Si c'est pour une revue stratégique de la sécurité au Sahel, ça s'impose. Et de mon point de vue, il faut comprendre Macron. Je vais me faire un peu l'avocat du diable avant de revenir à l'essentiel. En fait, l'opinion française aussi commence à se poser des problèmes parce que la France n'est pas en train de s'enliser dans les sables du désert. Et c'est tout comme, avec chaque fois des pertes en vie humaine. De la même manière, vous avez au Mali, le fait effectivement, aujourd'hui, il faut bien le dire, hein, on a atteint un seuil critique avec la dégradation de la sécurité au Mali. On a atteint vraiment un seuil critique, au-delà duquel, écoutez, tout peut se passer. Et les Maliens en sont frustrés, très frustrés. Et les Maliens, l'opinion malienne aussi, une certaine opinion, il faut bien le dire, hein, également a un ressentiment et il l'exprime. Il l'exprime à l'égard de l'aménagement, à l'égard de la France, etc. C'est dans l'ordre des choses. Macron voudrait peut-être certainement que les chefs d'État essayent de donner une explication pour dire, écoutez, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, et je pense que c'est ça l'essentiel, c'est de faire une revue vraiment stratégique de la situation sécuritaire au Sahel. Parce qu'en fait, les djihadistes sont de plus en plus téméraires, surtout au centre. Et de plus en plus également, ils affaiblissent quand même l'armée, qui est le dernier bastion sécuritaire du pays. De mon point de vue, il faut prendre la chose de la façon, je dis, la plus lucide et la plus raisonnable. Et vraiment de dégager l'émotion et la subjectivité, là où on est, et de regarder franchement, qu'est-ce qui peut marcher pour freiner définitivement les avancées djihadistes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment le Mali, l'État malien, soit présent partout? L'État malien n'est pas présent au nord, ni à Tombouctou, ni à Kidal. Donc dans ces zones-là, c'est des populations qui sont délaissées. Que l'État soit là, que la sécurité revienne, la sécurité des biens, la sécurité des personnes, et qu'effectivement, ce qu'on appelle, si vous voulez, les hôpitaux, les écoles, parce qu'aujourd'hui les écoles ferment, la pire des choses. Les infrastructures sociales de base. Les infrastructures sociales de base doivent être là. Il n'y a pas d'école pratiquement au nord. Vous allez au centre, c'est pratiquement le tiers des écoles qui sont fermées. Donc, ça fait des millions d'enfants qui n'ont pas d'éducation. Et ça favorise cette situation d'insécurité. Ce n'est pas seulement la situation d'insécurité que ça favorise. Vous avez des millions d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui ne sont pas éduqués. D'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais c'est une bombe pour toute la sous-région. Je dis même pour le monde. Donc, il faut trouver les moyens, très rapidement. Et ça, effectivement, les Africains doivent prendre leurs responsabilités de stabiliser le Mali, de permettre également à l'État malien d'être
partout, à les institutions d'être partout, et les infrastructures de base soient partout. Nous, on a été au nord, les gens, ils disent, nous voulons que l'État vienne le plus rapidement possible. Et je pense que c'est ça qui est souhaitable. Maintenant, aux Africains de voir comment ils peuvent se mobiliser, eux aussi, parce qu'ils ont un rôle à jouer, et de trouver les moyens pour aller au centre et également faire ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme. C'est aux Africains de prendre leur part aussi. La France a sa part, les Africains ont leur part. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment, comme je dirais, hein, si vous voulez, sous-traiter la sécurité nationale. C'est ça le problème de fond. Alors, la toute dernière question, surtout les relatives à cette affaire du G5 Sahel. On a vu que chaque fois, c'est des rencontres qui se tiennent, soit dans cette partie de l'Afrique, mais le problème demeure toujours. Mais parce que les gens ne donnent pas l'argent. Ils promettent. Ils promettent aux États. Tout ce qu'ils ont promis aux États, ils l'ont. Et l'argent est important pour régler ce problème. C'est extrêmement important. Il y a effectivement une aide, on entraîne les gens, etc. Mais bon, de plus en plus. Maintenant, bon, on a entendu que la Banque mondiale va dégager de l'argent. C'est une excellente nouvelle. Si c'est dégagé très rapidement, c'est une très bonne chose. Parce que vous savez, les budgets des États ne sont pas énormes. Quand tu prends peut-être des fois plus de 12% ou 20% de ton budget national pour mettre ça dans l'armée et qu'il n'y ait pas de résultat, c'est des problèmes. Mais maintenant aussi, c'est un problème que je soulève. Il faut que la gouvernance au niveau des armées soit réelle. Parce que quand même, quand on est dans une situation de conflit et que les gens vraiment ne mettent pas l'argent là où il faut, surtout pour se battre, Là, ça aussi, c'est un problème. ça c'est un très grand problème en Afrique. C'est pour ça que j'ai dit que les outils de la gouvernance, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, la gouvernance, elle est en panne dans pratiquement tous les secteurs en Afrique et ce n'est pas normal. Il y en a un qui aujourd'hui sort du lot, il faut le citer, le louer, c'est Kagame. C'est un peu aussi quand on va du côté de l'île Maurice. Mais quand même, nous, nos États là, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre, c'est une catastrophe. Donc, il nous faut repenser la politique d'abord, c'est important, repenser la démocratie, repenser la gouvernance, pour vraiment faire en sorte qu'on ait des États qui soient stables, des États qui soient pacifiques, et puis qui soient durables. C'est surtout ça, parce que les États qu'on a aujourd'hui sont extrêmement menacés dans la forme à laquelle vraiment on les a retenus depuis l'indépendance. Alioune Tine, je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le dernier mot. Bon, écoutez, mon dernier mot, c'est de dire aux Sénégalais que vraiment le dialogue, il faut vraiment aujourd'hui mettre le dialogue au-dessus de tout. Mettre également le respect des droits humains, parce qu'il faut revenir à ça. Dans les années 90, il y avait beaucoup d'éducation aux droits de l'homme. Maintenant, il n'y en a plus. Et on en voit les résultats. C'est surtout le discours de haine, le discours de rejet entre, par exemple, les droits de l'homiste et certains. Il faut qu'on forme aussi l'élite politique. L'élite politique, aujourd'hui, écoutez, en matière de droits humains, vraiment, ils sont extrêmement limités. Je pense que tout cela, c'est le comité sénégalais qui devait le faire, mais il faut que le transformer déjà. Nous demandons au président, encore une fois, de déposer la loi pour qu'on ait une commission nationale des droits de l'homme qui forme vraiment les Sénégalais en matière de droits humains. Merci. Alioune Tine, je vous remercie. Je rappelle que l'émission sera rediffusée mercredi pour le journal de 22h.